Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, messieurs, dames. On est ravis déjà de vous retrouver, de parler de l'OGC Nice et surtout de parler de victoire, honnêtement. Un numéro assez important qui nous attend puisqu'il y a eu deux matchs cette semaine, deux victoires. La première en Europa League, on y viendra avec Matt, victoire 3-1 contre Go Ahead Eagles. Et donc cet après-midi à la Beaujoire contre un peu la bête noire des dernières années, victoire 4-1. Des hommes de Claude Puel qui prennent un petit matelas, on va dire, confortable dans cette bataille pour le maintien. Voilà, planning assez chargé, on se pose tranquillement pour une bonne heure d'émission. J'ai le plaisir bien d'accueillir un fidèle. Voilà, ça faisait quelques temps, il a fait quelques tours en réserve et tout pour se maintenir. Le cardio est toujours là, bien présent. Dernière émission, tu le disais, c'était une victoire contre Lille. C'est ça. Donc, une autre époque, on a l'impression, tu vois, le fameux Mais renouveau qui n'aura duré que 3 matchs. Comment ça va, Matt? ça va très très bien. J'avoue que malheureusement, j'annonce déjà que je ne serai pas là dans les prochaines émissions. Et c'était déjà le cas après Lille. On a enchaîné sur une série noire, trois défaites, puis le fiasco contre l'OM, puis le match contre l'Orient. J'espère qu'on va pas enchaîner sur la même chose, mais du coup, à nouveau là pour une victoire. Très content, même pour deux victoires. Deux Très victoires. content de débriefer ces deux matchs avec vous. Et puis nouveau coach, nouvelle OGC Ouais. Nice. Très intéressant tout ce qu'on va pouvoir discuter là sur cette petite heure Bah, d'émission. déjà, une chose qui est bien, c'est que, bon, il y a eu cette victoire contre Toulouse qui a fait beaucoup de mal, mais malgré ça, il y avait quand même cette petite lueur en fait d'espoir de se dire que même si on a pris une fessée, parce que c'est le cas, prendre 5-1 à Toulouse, factuellement, c'est une valise, il y avait quand même du jeu, c'est-à-dire qu'il y a quand même, Matt, on peut se le dire finalement, avant de rentrer un peu plus dans le détail, on parle un peu plus de football finalement depuis quelques semaines. Ça coïncide avec le retour de Claude Puel. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Eli Wahi. On y reviendra aussi sur son match cet après-midi. Et forcément, j'ai envie de te dire, naturellement, lorsqu'il y a plus de jeux, lorsque il y a un discours peut-être voilà, qui fait appel à un peu plus de discipline, de responsabilisation et d'esprit collectif, voilà, les résultats commencent à suivre. Alors bien sûr, on n'est pas sorti de l'auberge, bien sûr, mais il y a quand même un petit déclic là qui a eu lieu cette semaine. Ouais, et puis moi, de toute façon, le match contre Toulouse, je savais déjà qu'on allait se faire rouster pour la simple et bonne raison que j'étais en parkage, tout simplement. Et en tant que bonne bête noire, on enchaîne la série de défaites, toujours pas vu l'OGC Nice prendre un point à l'extérieur, donc ni un point, ni un trophée, ni une sorte de tir au but. Donc écoutez, j'étais pas surpris par les événements. Mais par contre, effectivement, sur les deux matchs qui viennent de s'écouler, moi j'ai vu des choses intéressantes. Je connais mon goût pour la tactique. J'ai j'ai commencé à sonder certaines choses sur le style de jeu de Puel, style de jeu que j'avais déjà connu à l'époque de son premier passage. Mais voilà, là, je le relis peut-être avec plus de maturité tactique, peut-être avec un regard différent. Donc, très intéressant un peu de revenir au football de mes premiers amours, parce que j'étais assez jeune sur le premier passage de Puel. Et je comprends pourquoi j'étais tombé amoureux de ces équipes à l'époque. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont un peu quelconques dont on tombe amoureux, des Thiago Gouveia, des Alassane Plea. C'est des choses un peu, voilà, c'est un peu inexplicable parce que l'Alassane Plea de Puel, je recommande à quiconque de revoir des images. C'était pas fameux, fameux, mais c'était les émotions. Voilà, c'était les émotions. Et je pense qu'on en a eu des émotions, notamment des émotions européennes. Alors bon, il n'y en était pas nombreux à les avoir au stade, mais on les a eu quand même. Écoute. Ouais, et puis à la différence près que là, il arrive en cours de saison, il découvre les joueurs, il redécouvre le club dans un état différent de celui qui l'avait quitté il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est vrai que pour le coup, avec les retours aussi de Cohen et Jean-Pierre River, on a quand même l'impression que déjà il y a une structure solide et que le club a été remis, on va dire, au-dessus de tout. Alors, pour combien de temps comment ça va se passer les prochaines semaines? Là, je pense que on a tous compris, l'objectif c'est de maintenir le club, que l'OGC Nice reste en Ligue 1.
Et bon, c'est en tout cas bien parti dans le sens où j'ai pas le classement sous les yeux, mais on avait donc 4 points d'avance sur Nantes, on en a désormais 7. Le PFC et le SCO se sont neutralisés, donc on est, je crois, 13e, si je dis pas de bêtises, Matt, au soir de C'est la exactement ça, j'étais 19e en train de journée. checker. C'est ça, 19e journée. Bon, une pitoyable 13e place, mais on va dire que ouais, le FC Nantes qui a 7 points derrière, j'ai l'impression qu'il y a quand même un écart entre les trois du fond et nous. Et par contre, devant, l'écart est tout aussi significatif, parce qu'on a 9 points de retard sur les places européennes, en imaginant que la 7e place soit européenne. Donc on va se diriger, je l'espère, vers une saison ventre mou, peut-être une saison avec quelques espoirs si on enchaîne les scores. Mais quand on regarde ce qui se passe, quand on rencontre des équipes comme Toulouse, on peut être un peu inquiet de ce qui va se passer quand on va croiser d'autres équipes du haut, du haut du championnat. Bon, alors on va commencer déjà, Matt, je vais te poser une question. Voilà, 2 victoires dans 2 contextes différents, on va y venir dans ce numéro. À quand date, Matt, la dernière semaine où l'OGC Nice a enchaîné 2 victoires consécutives, à savoir une en Coupe d'Europe et une en championnat. Alors, est-ce que tu as bien sûr la saison, est-ce que tu as les adversaires et alors, est-ce que tu as les scores aussi? Et je suis même allé voir les buteurs, donc bon, là c'est technique, hein, vous les avez peut-être, mais bon, moi personnellement ça n'a pas spécialement marqué. T'as des, t'as des, J'ai aucune idée d'une semaine où on aurait gagné 2 matchs, Pancho. Ça existe dans l'histoire de Nice. 21e siècle quand même, rassure-moi. Ça existe, et c'est pas si vieux que ça finalement. C'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux. Ça doit être sous Digard, j'imagine. Ah, c'est la saison d'Igar, mais c'était pas sous Digard. C'est sous l'inénarrable Mister Favre. Ben, j'ai aucune idée de qui pouvaient être les adversaires. Aucune idée. Aucune idée. Parce que FC Cologne, on fait match nul. On fait. Je sais pas. Donne-moi la réponse, Pancho. On Achève-moi. fait donc une double victoire, eh bien contre le Partizan Belgrade à domicile, 2 buts à 1. Voilà, un match que tout le monde a oublié avec un but de Nicolas Pepe. Pour vous rappeler que Nicolas Pepe a porté le maillot de l'OGC Nice également et qu'il a été fabuleux lors de ce retour contre le FC Bâle. Et un but de Mario Lemina aussi pour, voilà, pour sécher vos larmes qui coulent encore sur vos joues, hein. Et ensuite, c'était une victoire à Lorient, 2 buts à 1. Et là, c'était des buts de Youssef Attal et de Gaëtan Laborde. Voilà, donc 2 victoires, 2 buts à 1. C'était entre le 27 octobre 2022 et le 30 octobre 2022. Donc ça faisait, eh bien, calculez bien, 3 ans et demi, 4 ans, voilà, 3 ans et demi, on va dire, que le gym n'avait pas enchaîné 2 victoires en une seule semaine. Voilà. Bravo Matt en tout cas d'avoir bien répondu. Ben, super, impeccable, hein, écoute. On l'a dit, donc cette victoire contre Go Ahead Eagles, elle met fin, eh bien, à 18 matchs sans victoire en Coupe d'Europe. La dernière victoire, c'était donc le 16 mars 2023 contre le Sheriff Tiraspol, quasiment, eh bien, 3 ans jour pour jour. C'était là effectivement sous Digard. Matt, cette victoire, on l'a dit, elle est anecdotique. L'avenir européen était déjà malheureusement figé pour le gym. Néanmoins, tu casses cette série quand même infernale. Tu n'es plus, on va dire, la risée de tous les, tous les médias et comptes qui, se, qui se moquaient, mais à juste titre, hein, finalement, de nous. Et puis, bah, ouais, tu casses cette série. Surtout, sur le match, on y viendra, tu vois des joueurs qui étaient un peu dans le dur réapparaître et peut-être pointer le bout de leur nez pour cette deuxième partie de saison. Mais pour moi, elle n'est pas anecdotique, cette victoire. Alors, elle est anecdotique sur la campagne de cette saison, mais elle n'est pas anecdotique pour le club parce que on a l'impression qu'on a vraiment conjuré le sort. Voilà, on a changé d'entraîneur, un entraîneur qui en 2 saisons, enfin en une saison et demie, n'a pas gagné un match. On change d'entraîneur, directement premier match européen, première victoire. Je pense que on l'a vu au taux de remplissage du stade, cette série noire a fait du mal. Je pense que avec une autre série de matchs depuis Sheriff Tiraspol, avec quelques victoires, quelques émotions à domicile, on aurait vu un autre taux de remplissage. Donc je pense que c'était important, voilà, d'inverser la vapeur. Malheureusement, on se doute qu'il n'y aura pas de campagne l'année prochaine
pour continuer dans cette lancée. Mais il y aura toujours le match de Ludogorets. Ce serait bien de faire la passe de 2, je pense. Ça ferait, je pense, ça ferait du bien et ça rééquilibrerait un peu les comptes, sachant que, et dernier truc, le classement, c'est des sous. À la fin de l'Europa League, mieux on est classé, plus on prend d'argent. Chaque place compte, chaque place représente je sais plus combien de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. On connaît la situation économique du club. Et donc là, bah, c'est très bête, hein, mais finir avec 6 points, j'imagine peut-être 29e, 30e, bah, c'est des millions en plus qu'on va pouvoir payer en salaire à nos intermittents du spectacle qui sont en arrêt maladie depuis les incidents du retour de Lorient. Donc bah, c'est cynique, mais c'est pas négligeable. Donc pour moi, elle n'est pas anecdotique, c'est cette victoire. Et concernant les joueurs qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, qu'on avait condamnés et qui ont refait surface, et bah écoute, on connaît l'adage, hein, nouveau coach, nouvelle donne. On, on y assiste en direct. Alors, on est loin de la guérison, mais on voit des joueurs reprendre des couleurs, des joueurs s'épanouir. Je ne sais pas par qui tu veux commencer, mais on peut commencer par ton chouchou, celui qui a brillé sur ce match européen, ce diable de Thiago Gouveia dans Ben, son couloir je, gauche. je trouve que moi, je m'apprêtais à tweeter en live match justement. Pas fou quand même ce couloir gauche Ali Abdi, Grégoire Puel. Vraiment, Rassure-toi, Axel je s'en est pense chargé je pour pense toi. il y en a beaucoup, qui y ont pensé. Mais moi, ce que j'ai apprécié au-delà des 2 buts, etc., il aurait même pu en marquer un troisième, c'est comment dire, c'est l'évolution de sa prestation sur la rencontre, c'est-à-dire qu'il a quasiment rien réussi sur les premières actions, autant défensivement qu'offensivement. Et on sent qu'il est quand même hésitant avant d'armer, hein, sur le deuxième but. On sent qu'il lui faut quand même peut-être une petite touche supplémentaire. Mais en tout cas, ça reste quand même un geste de quelqu'un qui a regagné de la confiance. Parce que il a eu cette spontanéité et puis cette justesse technique de la mettre au bon endroit. Des buts comme ça, on en voit peu aussi, il faut le dire, hein, quand même, surtout cette saison. Donc c'était un beau but, une belle frappe. Bombasso, comme ça dit en Espagne. Non, c'était un beau but. Et puis le deuxième but aussi qu'il met, là pour le coup, c'est tout le mérite, je pense, et à remettre au passeur parce que là c'était sur un plateau, quoi. Le geste de show, il est juste parfait. Et puis Gouveia suit bien, ajuste bien de la tête. Donc content pour lui. Et puis voilà, je pense qu'on pourra compter sur lui. Alors, sans doute pour les prochains mois, hein, il y a peu de chances de voir l'option d'achat levée. Hein, donc, bon, il y aura une take là qui ne passera pas de mon côté, ce n'est pas grave. Mais voilà, et puis un joueur à son poste, je pense que ça fait la différence aussi. Voilà. Ouais, c'est clair qu'il a été baladé un peu de partout, ce pauvre Thiago. Euh, je te sens pessimiste sur la suite de sa saison. Moi, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du, de lui laisser sa chance. Il partage un poste avec Sofiane Diop, qu'on sait fragile, avec un Isaac Hansen qui est en année d'adaptation. Et c'est sa première année de retour de blessure. Donc, bah, écoute, s'il commence à prendre du rythme, on connaît l'adage, hein, on doit passer autant de temps sur les terrains que de temps blessé pour reprendre tout à fait son rythme. Donc, bah, écoute, moi, s'il continue à monter en puissance, le Thiago, et qu'il nous claque une deuxième partie de saison tout en montant en puissance, qu'il enchaîne quelques buts, on verra bien de quoi le mercato estival sera fait. Non, Mais mais surtout, moi, c'est le body language. Moi, c'est le body language que Oui. j'ai aimé en tout cas. Parce que le body language qu'il a on va dire, la deuxième mi-temps, après son but, c'est un leader. Il a un body language de leader, il emmène les mecs avec lui, il fait le pressing. On sent que les gars ont les jambes lourdes, les poumons qui sifflent. J'y reviendrai, mais ça a été un match que j'ai trouvé assez intense physiquement. Il faudrait voir un peu sur les kilomètres parcourus, mais j'ai l'impression que les mecs ont fait que courir pendant 90 minutes. Et nous, comme les Hollandais, hein, c'était un match où vraiment ça a cavalé. Et le mec, il allait au pressing, et les gars le voyaient se déchirer, il allait gratter des choses, donc les mecs s'y mettaient. Si on a un type comme ça sur le terrain, là, pour les matchs un peu de tranchées qu'on va devoir jouer contre des équipes mal classées où chaque point comptera, bah écoute, je prends. Moi, je prends un mec avec cet état d'esprit-là. Même s'il est incapable de combiner avec son latéral, j'ai vu une complicité avec Kevin Carlos et avec
un joueur que j'attendais pas, Tom Louchet, qui lui aussi Il fait faudra y partie venir hein, des, un peu sur Tom des Louchet parce surprises de ce que, début ouais, d'année. On va sur les parler un peu de dernières Tom semaines, Louchet. honnêtement, alors pour le coup, alors on n'a pas la mémoire courte, hein, donc on ne retirera pas ce qui a pu être dit dans cette émission, mais force est de constater factuellement que, et footballistiquement aussi, ben voilà, il est dans une bonne forme. Il est dans une bonne Ouais. forme. Et là aussi, là, finalement, au milieu de terrain, ou alors même sur un côté, hein, une sorte d'ailier un peu hybride. euh, c'est plutôt correct. Mais on a parlé du match de Gouveia, mais dans le contenu, c'est vrai que c'était un match pas évident parce que Go Ahead Eagles, on va dire, avait la possession. On a les stats sous les yeux. On a du 65-35, il me semble, sur l'ensemble du match. Néanmoins, on n'a pas eu cette impression en fait visuelle tant l'exploitation du ballon a été juste de la part de l'OGC Nice. Il y a quand même des situations euh, concrètes de marquer. Il y a ce but assez rapide lié à une mauvaise relance qui permet à Van Hout de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Euh, et puis ensuite, bien sûr, ce but de Gouveia. Mais on a aussi l'impression, lorsqu'on met les deux matchs bout à bout de cette semaine, Matt, qu'il y a de la réussite quand même. Il y a de la réussite, c'est-à-dire que tu subis forcément des temps faibles, mais tu n'es pas autant friable que tu ne l'as été il y a quelques semaines. Ouais, c'est alors de fait, oui, puisque Bah, en fait, on tu as voit des la conclusion situations des qui sont matchs, on voit ce qui s'est identiques. passé. Regarde, t'as un Bah, poteau, t'as Bas qui arrête sur la ligne, t'as aussi des situations cet après-midi contre Nantes où t'as des sauvetages aussi sur la ligne. Je, peut-être que je, je, pour moi, je, ça, je surinterprète justement ces deux matchs-là, mais je me dis, on a peut-être aussi une équipe qui a repris goût à défendre, tu vois. alors au-delà de ça, je pense surtout qu'on a la chance dans ces matchs-là de faire la course en tête. Et pour moi, ça change tout à l'approche des joueurs. C'est-à-dire que devoir subir quand tu es à égalité ou quand tu es un but derrière, c'est pas la même chose que quand tu dois tenir un score quand tu as déjà goûté un peu à la récompense. Et je pense que ça va un peu dans l'état d'esprit qu'on commence à percevoir un peu dans cette équipe. Tu as parlé du but de Vanout. Moi, la célébration de Vanout, j'ai adoré. Oui, d'accord, ok, il fait les cœurs avec les mains, tout le monde lui saute dessus. Puis au bout d'un moment, ok, lâchez-moi. Parce que là, faut faire rugir la bête. Le type, il se serre le poing et je pense qu'il doit péter le tympan de je sais pas qui est à côté de lui parce qu'il hurle. On l'a entendu sur les caméras. Le gars, ça lui pesait, quoi. C'est-à-dire qu'il c'était libérateur comme Mm. but. Et c'est un but, même dans sa construction, on le provoque. On vient jouer, on vient mettre le ballon dans la surface adverse qui est une zone de danger. On vient les pousser à la faute avec cette espèce de semi-pressing, de moments d'hésitation que tout le monde se regarde. Et en fait, dès que les mecs, on sent qu'ils vacillent, hop, on surgit, on prend le ballon, on le fout au fond. Et, euh, et donc, autant offensivement, ça peut nous aider, autant défensivement, défendre quand tu as un but d'avance et quand tu as des mecs qui ont de la vitesse devant, qui peuvent punir, je pense que c'est plus facile pour les défenseurs. Alors, on en reparlera peut-être un peu match par match, parce que pour moi, j'ai du mal à associer les deux matchs à ce niveau-là, mais dans la lecture en tout cas. Mais au niveau de la réussite, après, et puis la réussite, on la provoque. Tu te dis la frappe de loin de Gouveia, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Bon, on en a vu deux, on en a revu deux contre Nantes déjà, avec le but de Shaw qui est un but, le tout premier, on en reparlera, hein, mais voilà, on prend notre chance. Et prendre sa chance, c'est le premier pas vers la réussite. Combien de fois on a vu depuis le début de saison l'équipe arriver dans cette zone-là du terrain, aux abords de la surface, et puis mettre le pied sur le ballon, hésiter, attendre un appel, etc. Ça fait, je pense, plusieurs années que cette équipe nous frustre à pas tirer de loin. Bah là, au moins, ils ont pris leur chance, ils ont eu de la réussite. Ça reste des joueurs de qualité, je pense, qu'on a dans l'effectif, qui sont capables de concrétiser ce genre de choses. Et ça nous sourit. Il était temps. Ça a souri à Toulouse. On reparlera des XG peut-être. Mais moi, surtout, ce que j'aime avec cette équipe, c'est voilà, c'est la nouvelle verticalité qu'on voit dans l'équipe. On sait que sur une récupération défensive, ça s'est beaucoup vu, je trouve, contre Go Ahead Eagles. On s'est créé un nombre énorme d'occasions. Je ne sais pas combien de fois on s'est retrouvé devant la cage, mais je dirais peut-être
8-10 fois, on s'est retrouvé en situation de pouvoir aller au bout. Chose que je trouvais beaucoup plus rare sous Francaise, où on peinait des fois à se créer une occasion, je dirais, franche, à vraiment avoir une vraie situation de but. Là, on a l'impression que sur un n'importe quoi, on est capable d'avoir ce moment fulgurant. Je repense à la frappe de Kevin Carlos. On parlera peut-être du match du bonhomme parce que ben, Mm. lui, typiquement, la réussite l'a un peu fui. Mais voilà, il a eu plusieurs situations, des têtes où on sentait que c'était compliqué. Par contre, voilà, son contrôle retourné, frappe sur la barre. Je considère, enfin, j'aurais jamais imaginé qu'on ait une occasion sur ça. Puis en fait, il la met dedans, c'est pareil, l'occasion c'est la même. Donc ouais, un peu, je sais pas, je sais, j'ai du mal à te rejoindre sur ce goût de la défense, honnêtement. Je saurais pas te dire, mais en tout cas, chapeau aux défenseurs, à bas et tout, qu'on retrouve un peu transformé. Si tu veux parler un peu de la charnière, ça peut être le moment voilà, Mais de remettre un au-delà, peu des lauriers à ces au-delà de ça, joueurs. je pense que c'est pas uniquement, on va dire, que le secteur défensif, c'est une discipline collective. C'est-à-dire que le pressing, c'est pas uniquement l'affaire de la défense, on va dire, un état d'esprit aussi qu'on a l'impression de retrouver, ne serait-ce que dans les encouragements, voilà, lorsqu'il y a une intervention. Moi, j'ai cette image en tête justement de Mansunga contre Go Ahead Eagles qui fait l'intervention sur le numéro 9, Edvardsen, où justement il le trash talk. Enfin, je me dis, le gamin il a 18 ans, il y a 15 jours, personne ne le connaissait, on va dire grand public et suiveurs du gym qui ont pas trop le nez là-dedans. Euh, Enfin, il a un certain culot et en même temps, il est dedans, quoi. Il est dedans. Et c'est pas quelque chose qu'on retiendra sans doute, c'est pas une stat, c'est pas un but ou quoi, mais je me dis, il est culotté le gamin quand même. Il est culotté parce que bon, il est en Coupe d'Europe, il joue son deuxième ou troisième match professionnel. Et en fait, bah oui, parce qu'en fait, le rapport défensif que tu as vis-à-vis de ton attaquant, c'est la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a une forme de brutalité aussi, des fois que tu dois bien sûr gérer, mais tu es obligé de l'avoir. Et, et je trouve que dans les comportements défensifs globaux, alors bien sûr, là, vous allez penser à Toulouse, mais du moins sur les matchs de cette semaine, il y a des comportements défensifs, moi, qui m'ont plu finalement dans les intentions, dans les interceptions, dans les duels. Tout n'a pas été parfait, mais en tout cas, on retrouve quand même quelque chose d'assez cohérent, Matt. Ouais, on a des joueurs qui se respectent en fait, hein, tout simplement. Chose qu'on n'avait pas encore vue en Europe, des joueurs qui font preuve d'amour propre, et qui sont concentrés dans ce qu'ils font, ils sont dans leur match. Comme tu dis, l'image de Mansunga, c'est un mec qui est dans son duel depuis. Parce que Hmm. cette image, il me semble, c'est vers la 80e, hein, c'est tard dans la deuxième mi-temps. Ouais. C'est un peu au moment où Go Ahead Eagles met ses dernières forces dans le match pour essayer de revenir au score. Et on a l'impression que c'est la chape de plomb qui vient de s'abattre. Et en fait, non, vous allez jamais le marquer ce but. Je sais pas ce qu'il lui dit, mais concrètement, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Je trouve de la télé, c'est vraiment, il vient doucher les espoirs J'ai des adoré. Hollandais. Moi, j'ai adoré. Et c'est terminé. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé, je dirais pas que chez lui. En fait, c'est difficile de traiter match après match, Hmm. mais dans cette attitude, j'aimerais parler récemment là, de la fin de match de Jonathan Klaus, qui a donné, mais qui a fait respirer l'équipe. Voilà, il a pris ses responsabilités, il a mis le pied sur le ballon, il a mis des mecs dans le vent, méchamment dans le vent quand même, que ce soit sur son couloir, en repiquant dans l'axe. Et en fait, on a une équipe qui pousse jusqu'à la fin, en fait, qui joue pas petit bras, qui est pas là pour conserver le score. Si à la 90e plus 2, on peut aller mettre un but, on va le mettre. C'est une équipe qui, oui, peut-être ce déclic mental a eu lieu, effectivement. On a une équipe qui retrouve un peu sa joie de jouer au foot, certainement, qui retrouve le sens du jeu. Mais il y avait, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Klos, moi je trouve qu'il y avait une opposition entre justement certains joueurs qui voulaient aller marquer ce cinquième but, même après le but de Loucher, notamment ceux qui venaient de rentrer, Bernardo, etc. Et puis tu avais, je pense, les autres qui avaient quelques minutes de plus dans les pattes, qui étaient un peu plus sur la réserve. Donc je dirais pas que c'était un élan collectif, mais en tout cas, Klaus a permis justement de venir souffler sur un moment où eh bien, voilà, il y avait peut-être aussi le match était plié finalement, mais tu as gagné de l'espace, tu as gagné du temps, donc voilà. Concernant ce match contre Go Ahead Eagles, juste pour le clôturer, euh, qu'est-ce que tu retiens finalement de la prestation du gym?
Euh, Est-ce que tu arrives à l'isoler par rapport à celle de cet après-midi? Et Ouais. qu'est-ce que tu as retenu finalement? On a parlé de Gouveia, on a parlé un peu de la charnière. Euh, En termes de performance individuelle, qu'est-ce que tu souhaitais mettre en avant, Matt? Bah écoute, je vais commencer par l'aspect collectif. Euh, je te parlais un peu de mon analyse tactique des matchs de Puel. Moi, ce que j'ai vu dans ce match-là, c'est un espèce de football du chaos. Je t'ai dit que les mecs avaient beaucoup couru. Ça a été un match, je pense, pour un lambda. Il manquait plus que des tribunes pleines et tu passais un super moment devant ce match. Techniquement, c'était pas très propre, mais il y avait du spectacle. Ça allait d'un but à l'autre. Et j'ai l'impression que c'est le football vertical de Puel qui instaure un petit peu ce jeu-là. On travaille à la fois avec des très grands espaces parce qu'entre tes défenseurs et tes attaquants, il y a parfois 70 mètres. Et en même temps, le bloc est très cohérent. Tout le monde sait exactement où il doit être placé. En même temps, c'est pas compliqué, hein. Les mecs, ça doit faire 20 ans qu'ils jouent dans un 4-2-3-1. Donc globalement, ils connaissent leur football, hein. C'est beaucoup plus simple, je pense, à appliquer et à adapter, à modifier, à moduler que le 3-4-3 de Francaise, hein, puisque ça vient pas de nulle part, hein, cette transformation. Et en fait, du coup, il y a cette espèce de foot constant. Il y a toujours un moment où il peut y avoir une occasion, c'est-à-dire qu'il suffit d'une intervention un peu approximative, un peu manquée. Ça a été le cas, celle de Vanout dans notre surface. Ah, le mec, il arrive un peu peut-être à bout de souffle, en manque de lucidité. Il y a beaucoup ce truc de manque de lucidité, je dirais, qui revient dans le football que- qu'impose Puel à l'adversaire. Et donc, bon, voilà, nous, là, c'est nous qui l'avons payé, mais il y a des fois, il y a beaucoup de fois, je trouve que ça nous a souri sur le plan offensif. On vient tout le temps créer ce mouvement, tout le temps créer ce décalage. On vient vraiment bousculer l'adversaire, on vient lui proposer un combat physique, mais pas forcément physique uniquement au contact, physique dans l'endurance, dans l'engagement, dans les ballons qu'il faut aller chercher. Le nombre de fois où on allait mettre des ballons un peu feuilles mortes dans des coins du terrain, où les mecs doivent aller s'arracher sur des sprints de 20-30 mètres, puis aller jouer un duel, ressortir le ballon, etc. Pour les adversaires, on a toujours un mec qui les suit. Et cette prestation-là, honnêtement, cette prestation-là, je me dis qu'on va en gagner plein des matchs contre des équipes qui sont peut-être en manque de certitude tactique, collective. On va réussir à bousculer des équipes avec ce mode opératoire-là. Est-ce Parce que, que je pense qu'il y a. est-ce que tu dirais, Matt, Ouais, excuse-moi de te couper, tu parles de football vertical. Alors, oui, mais pas que, j'ai l'impression. Il y a aussi beaucoup de pragmatisme, je trouve, bien dans sûr. l'approche. Il y a bien sûr le côté vertical, c'est-à-dire beaucoup d'appels. On y reviendra peut-être un peu plus sur le match de Nantes, mais aussi des ressorties de balles, parce qu'il y a aussi quand même des. Il y a eu, je crois, je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième but où ça part de cet après-midi de Diop qui fait un décalage sur Klose qui remonte tout le terrain. C'est le troisième but? Ça, c'est le tout premier, ça. C'est le Ah tout non, tu premier? parles du troisième. Tu parles du Je troisième. Non, parle moi, du je te parlais troisième de où vraiment celui en contre où Diop se retourne. Diop fait un décalage à Klose qui. Est-ce qu'il trouve un relais ou est-ce Ça, qu'il c'est le va. premier. En fait, Ah, ça c'est le premier, je le sais premier plus. est une espèce de récupération. Je crois que c'est Van Noot ou un des milieux de terrain qui la récupère. Ça atterrit dans les pieds de Diop. Diop se retourne. Grosse ouverture côté droit pour Klose. Et Klose vient glisser ce ballon directement dans l'intervalle, bien aidé par l'appel de Wai, Hmm. qui enchaîne sur la frappe Ce que, de Shaw. Mais ce que je voulais dire par là, alors, c'est que, en fait, il y a effectivement de la verticalité. On voit beaucoup plus de longs ballons, beaucoup plus de tentatives de duel gagné et surtout d'exploitation de second ballon, de manière à faire avancer le bloc et à arriver beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. Mais je trouve aussi qu'il y a une volonté. Alors, c'est pas tout le temps bien réalisé, mais de retravailler des circuits de passe, des jeux à 3, de trouver des décalages, euh, des choses simples finalement, mais qu'on voyait malheureusement peu depuis le début de saison, Matt. mais écoute, honnêtement, au niveau des basiques, c'est vrai qu'on a revu des ressorties de balles pour casser le pressing qui étaient très bien faites. On a vu beaucoup de phases de construction avec du jeu en troisième homme, c'est-à-dire bah, en fait, jeu en troisième homme, c'est en fait quand tu es dos au jeu, tu viens t'appuyer sur celui qui est face au jeu parce qu'il a la vision du jeu, il peut jouer face à lui, prendre la bonne décision. Donc toutes ces constructions en triangle. Je ne suis pas étonné de voir ça dans le football de Puel, mais en fait c'est quelque chose qui pour moi est normal. Ce qui est anormal, c'est qu'on ait vu du football qui n'applique pas ces principes-là, parce qu'honnêtement,
c'est la base du football. Je veux dire, alors oui et puis c'est plutôt bien fait. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, notamment sur les anses techniques de certains joueurs, tu parlais de Mansunga, j'ai aimé son match dans l'aspect défensif. C'est vrai que dans l'utilisation du ballon, je trouvais ça quand même vraiment moins bien. La connexion avec Abdi, c'est un cauchemar à voir, pendant 90 minutes. Là où du côté notamment de Djoumaba et de Opong, je trouvais que le travail était bien consensueux, ils avaient bien travaillé. Les ressorties, justement avec le troisième homme avaient été bien effectuées, c'est notamment Vanout qui a beaucoup, Vanout et Shaw qui sont bien venus se mettre à disposition. Mais au global, je trouve que je sais pas, c'est vrai que j'ai pas fait mon analyse statistique suffisamment poussée sur ces matchs-là, mais je pense que déjà la distance moyenne des passes a dû exploser sous Puel. J'ai l'impression qu'il est pas rare de voir des passes de 20 mètres, 25 mètres entre 2 joueurs, tu vois? Sans on fait beaucoup moins ce genre de petits jeux, voilà, ce jeu resserré, c'est quelque chose qu'on a pas mal délaissé et ça fait du bien à voir. J'ai l'impression que le jeu respire et du coup, on se crée des occasions peut-être plus lisibles, plus dans le flow du jeu. On retrouve un peu du rythme, du tempo et je trouve ça appréciable à voir aussi, hein, d'un point de vue, spectateur. Moi, je reprends plaisir à voir jouer le gym. Il y a des phases de jeu où franchement, c'est beau de dominer par le football son adversaire parce que sous Francaise, j'ai l'impression qu'on faisait toujours la différence un peu, individuellement et là, c'est vraiment le collectif qui prime. En termes de performance individuelle, qu'est-ce que tu retiens de ce match de Coupe d'Europe? Je retiens le milieu de terrain. J'avais appelé de mes vœux à ne pas voir, Morgan Sanson et Ndombele et je les ai pas vus et c'était super. Franchement, un milieu de terrain sans eux, avec un mec en numéro 10, j'ai passé un super moment. C'était du top football. Alors, c'est loin d'être parfait. Le match d'Abdoul Samed, c'est une catastrophe contre Go Ahead Eagles. Mieux contre Nantes, mais contre Go Ahead Eagles, c'était horrible. Et on a retrouvé un Vanout qui avait de l'emprise sur le jeu, une association au milieu de terrain entre les trois du 4-2-3-1. Je trouve que Louché au milieu de Gouveia et Shaw, ça a super bien marché. On a eu pas mal de combinaisons, même Kevin Carlos en appui. Il y avait une cohérence dans cette compo. Je sais pas, je m'attendais vraiment à rien en voyant cette compo au départ. Et franchement, très très bonne surprise de ce que nous a proposé Puel. J'ai l'impression que chaque individualité a réussi à s'exprimer dans ce schéma qu'a proposé le coach. Donc franchement, chapeau à lui, hein. Et pour te dire, le match de Nantes me donne tort. Mais parce que si je devais choisir quelqu'un, si on avait fait l'émission directement après Go Ahead Eagles, j'aurais retenu Opong à droite. Et on aurait fait et je me suis dit faire l'émission de Nantes avec toi, je savais que je la faisais. Et je me suis dit, putain, quand je vois la compo de départ, Abdi éclose dans une défense à 4, pourquoi est-ce qu'il nous propose pas un truc un peu asymétrique, avec Opong en latéral, et puis tu fais un côté fort, un côté. Ma gueule. Voilà, bon, merci Jonathan Claus pour ce match, hein, ce que je te dis. Il fait une deuxième Oui, mais mi-temps, il est pour le coup, énormissime. tu soulignes quand même quelque chose de pertinent, c'est le fait que Opong sur ce match ait été aligné latéral droit. C'était un peu une nouveauté. Alors, on l'avait vu, bien sûr, dans cette Il l'a défense déjà fait une fois. à 3. Alors, oui, mais c'était pas dans une défense à 4. Moi, j'ai souvenir, c'était justement le Nice-Nantes, où il avait été très intéressant, justement, dans cette capacité de dédoublement, un peu ce que faisait Bombito en fin de saison dernière, dans cette défense à 3. Mais il n'était pas considéré comme un latéral droit. Là, on l'a vu, justement, et effectivement, il donne cette possibilité, et Puel l'avait annoncé justement en conférence de presse d'avant-match qu'il avait cette capacité à jouer défense centrale et latéral droit. Opong de retour aussi, hein, il a joué l'entièreté des 2 matchs cette semaine après un petit souci à une rotule. Bon, intéressant. Opong, de toute façon, capacité physique, on les connaît. Il a aussi un bon pied. Bon, c'est un joueur, en tout cas, avec un potentiel intéressant qui connaît, je trouve, en tout cas, enfin, une saison, et on le répète, hein, mais je trouve c'est un joueur qui est intéressant et qui va être intéressant surtout à suivre dans les prochaines années s'il reste chez nous. Mm. Ah bah, c'est un peu l'Iron Man de la saison, hein, c'est celui qui a joué peut-être le plus de matchs dans l'effectif. Après les gardiens, faudrait regarder les stats. Mais pour un mec qui devait pas jouer, c'est impressionnant.
Un gars voilà, qui a un peu au pied levé comme ça, qui se transforme en couteau suisse de l'équipe. Je suis agréablement surpris par le joueur, honnêtement. Tout n'est pas parfait, mais et puis concernant son utilisation en latéral, dans un football collectif comme ça, avec des solutions apportées à 11 et pas où on se repose pas sur les individualités. Parce que moi, ça me dérange pas du tout d'avoir un mec qui est limité techniquement sur un côté. Je me souviens de certaines prestations de Christophe Herrel notamment. Alors, je sais pas si, si Opong t'a rappelé un peu ça. Moi, il m'a rappelé Christophe Herrel, latéral droit, qui était pourtant central de métier, mais qui, lorsqu'il le fallait, prenait le côté. Alors ouais, c'est clair que ça changeait de Attal, mais qui n'hésitait pas à bouffer des kilomètres, faire les efforts, mettre le ballon dans la boîte. Et moi, honnêtement, à latéral, bah, s'il fait tout ça, entre guillemets, il remplit le job. Le reste, on va dire, Moi, je pensais plutôt c'est à du Jules bonus, Koundé, c'est mais de l'optionnel. Ah bah d'accord, ouais. Ni plus ni moins. ouais, aucune demi-mesure. Aucune. Ouais, tu parles de Christophe Herrel, moi je pensais à Jules Koundé. Bon, ouais, c'est. Voilà, c'est. Vous me Ah, direz ce c'est que vous bien, en pensez, hein, voilà. Un petit mot t'as sur beaucoup aimé la ça pour rentrée de le coup. Kyle Boudache. J'ai adoré l'audace de Gaël Boudage sur Contexte, disons-le, extrêmement favorable pour une entrée. c'est super. Et Non, mais il faut le dire aussi, mais c'est-à-dire que je pense on a tous apprécié son entrée, mais je pense que aussi il faut prendre en compte ce contexte-là en se disant à ce moment-là on mène 3-1 ou 3-0, je sais plus exactement s'il y a déjà non, on mène 3-1, 3, on mène 3, non, on mène on mène 3-1, 3-1. 3-1. Voilà, il peut tenter ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas à un partout où il entre dans l'optique de débloquer, de tenter de débloquer une situation ou apporter. Voilà. Donc peut-être qu'il aurait été un peu plus bridé, ou il aurait un peu moins tenté, ou il aurait plus calculé dans ce contexte-là. Mais c'est vrai Ouais. que là, pour le coup, son entrée lui a permis de réaliser, je pense, des choses intéressantes et puis surtout une envie, quoi. Enfin, ça me fait un peu penser à la rentrée de Bernardo cet après-midi aussi. Une entrée pleine de jus, pleine d'envie. Bernardo qui n'a pas joué de la saison avec les pros, si ce n'est quelques minutes l'été dernier contre Benfica. Enfin, on se dit, moi c'est ça aussi que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on arrive à ressentir, c'est que tout le monde a été mis au même niveau, quoi. C'est-à-dire que voilà, euh, Tout le monde a sa chance. tout le monde a sa chance, et que tu sois un cadre ou pas, eh bien, comme Klaus, tu vas chauffer le banc contre Go Ahead Eagles et tu vas rentrer pour être prêt contre Nantes, parce que le match le plus important c'est Nantes. Et j'aime bien ce. Alors, est-ce qu'on va parler de méritocratie? Peut-être, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir de la jeunesse, et surtout de voir de la jeunesse qui en veut et qui, pour le coup, arrive à performer sur le peu de minutes qu'on lui donne. Et moi, je vais te dire, le match de Boudage, déjà, son entrée, effectivement, t'es à 0-1 ou un partout. Il fait les mêmes actions. Même nous, je pense, enfin, peut-être pas nous, dans cette émission, mais sur les réseaux, il se fait défoncer. Il se fait défoncer pour qui il se prend, que pourquoi il tente ça, machin. En fait, là, contexte positif, le match est, on va dire, déjà gagné. Il a qu'à se faire plaisir et il peut jouer son registre, le jeune. Et ça, c'est formidable. Parce que quelque Après, chose de que je manière générale, reprochais sous. cette rencontre tu vois, devait justement permettre de se lâcher, de provoquer, de proposer, parce que tu sais que il n'y a pas de répercussion directe puisque tu es déjà éliminé. C'est bon pour le Ouais, mais moral et pour la confiance, tu vois. je Mais me c'est déjà. souviens de certains matchs un petit peu similaires, notamment sous. Je crois que c'est. Je sais plus sous qui on va jouer ces matchs. Peut-être avec Urcea, on part en Israël jouer un match pareil qui est foutu. Je crois que c'est lui qui fait le dernier match de poule. Urcea, quand il prend l'intérim, il aligne que les jeunes du centre. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est pas constructif. Bercheva, Bercheva, Ouais, un truc comme ça, Hapoel non? Beersheva, probablement. C'est possible. Et après, sinon, je prends d'autres exemples plus récents. Euh, Francaise qui gagne un match 6-0 à la mi-temps et qui te fait pas rentrer le moindre jeune, qui donne pas de minutes, qui fait jouer 90 minutes à Ndombele. Tu vois, c'est ce genre de contexte, effectivement, faut les saisir.
Puel a eu l'occasion de faire jouer un jeune dans un contexte ultra positif. Il n'a pas hésité une seule seconde. Il a donné ses minutes à Khalil Boudesh. Ça a permis à tout le monde d'apprécier un petit peu les qualités du jeune. Lui, ça lui fait une première cape. Et écoute, j'espère que ça en amènera d'autres. Parce que sur le côté droit, ouais, pour finir, sur le côté droit, à part Mohamed Ali Chaud, on va rapidement être limité, je pense, sur cette aile. Parce qu'on manque de gaucher dans l'effectif, tout simplement. Bon, on passe au match de cet après-midi, mon cher Matt. Victoire 4 buts à 1 contre le FC Nantes. C'était le duel pour le maintien hein, au démarrage. Le 16e eh bien, recevait le 15e. Nantes, c'est 6 victoires en 36 matchs à domicile. Ça sortait bien d'une défaite à la maison contre le Paris FC. Et puis, vous l'avez sans doute vu, vous qui étiez eh bien, devant votre télé ou au stade, il y a un climat eh bien, qui est quand même extrêmement tendu autour du club, autour de la direction, et qui dure depuis un certain nombre d'années. Donc c'est vrai que c'était assez étrange à vivre étant au stade. Mais en tout cas, eh bien, ce qui est bon à prendre, c'est cette victoire, c'est ce plus 3 de goal average, c'est ce premier doublé aussi en carrière pour Mohamed Ali Chaud. Euh, voilà, tout simplement. Hein, 5 ans sans victoire à la Beaujoire. Euh, Puel parle d'une première mi-temps aboutie, la meilleure depuis son arrivée. La deuxième mi-temps était un peu plus, on va dire, marquée par de la fatigue, une certaine solidarité. Moi, j'ai peu aimé cette deuxième mi-temps. Mais est-ce que finalement, Matt, comme je le disais dans le dernier numéro de Toulouse, est-ce que finalement, là, on doit commencer à... Est-ce qu'on doit faire autant attention au contenu des matchs alors qu'on est dans une situation compliquée? C'est-à-dire que là, on gagne 4 ans à Nantes, on est content, et la deuxième mi-temps, finalement, c'est pas grave. Comment est-ce que tu te positionnes finalement par rapport à ça? Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire? Qu'est-ce que je retiens? La physionomie du match, je la comprends, je la comprends. On est une équipe qui est devant au score. C'est normal, entre guillemets, c'est compréhensible qu'on se place en gestion et que ce soit à Nantes, qui est à domicile, de faire le jeu, ça se comprend. Qu'après, dans le contenu, ce soit discutable, que le fait qu'on ait quasiment pas passé notre milieu de terrain de toute la deuxième mi-temps, j'exagère un peu, hein, mais franchement, on s'est quand même fait méchamment assiéger. On a eu peu de temps fort en deuxième. Je peux checker le momentum du match, mais Bah, moi, il y j'ai a en pas. fait ouais, la situation de Wai qui part en contre-attaque. Et puis, passer la 80e ou 85e, là où Nantes a commencé à baisser un peu les bras, t'as la C'est rentrée de ça. Bernardo, t'as la rentrée de Gouveia, et puis voilà, il y a l'action de Abdi, il y a il y a le but de Loucher, bon. Mais c'est vrai que t'es quand même, voilà, t'es quand même assiégé une bonne partie de la seconde mi-temps. Et c'est pour ça que j'y reviens, c'est-à-dire que t'as des situations où Nantes peut revenir à 3-2, hein, cette tête sur le poteau, ces frappes contrées, euh, et à 3-2 à la 55e, le match n'est plus le même. Mais là, en fait, ça a tourné, j'ai l'impression aussi du bon côté. On a maintenu cette avance de 2 buts pour justement venir clôturer sur cette frappe contrée de Loucher. Mais c'est surtout, je pense, ce but de Mostafa Mohamed en fin de première qui a permis à Nantes de revenir en deuxième avec des intentions et une envie d'emballer le match finalement. Ouais, ouais, clairement, les 15 minutes au vestiaire qu'ils ont dû passer, les Nantais, ils devaient être surmotivés, là où nous, le doute a dû commencer à s'installer. En plus de ça, qu'on se le dise, hein, le milieu de terrain, je pense, n'était pas. Je vais y revenir, mais Samson Abdul Samed, ça nous a coûté énormément de capacité, de danger, de capacité de relance, de capacité de construction, parce qu'ils ont vraiment été très approximatifs, sous pression dans ces zones-là. Eux qui doivent être justement les régulateurs de ton jeu, être les métronomes, mettre le tempo. Ça nous a systématiquement remis en danger en fait. À chaque fois qu'on pensait pouvoir ressortir, reconstruire, on faisait toujours une offrande au Nantais. Et donc ça revenait dans notre camp. Donc ça a été invivable. Mais pour moi, ça s'explique par le personnel qu'on a dû aligner au milieu de terrain. Et après, les Nantais, on va quand même leur tirer notre chapeau. Le match qu'ils font, il est dégueulasse. Mais ils ont le mérite de jouer sur nos points faibles.
Ils savent qu'ils nous dominent dans le domaine aérien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué dans le domaine aérien pendant 45 minutes. Écoute, ça a marché une fois, ça aurait pu marcher une deuxième. Ils ont joué avec leurs forces. C'était pas beau à voir, mais bah écoute, Moi, j'ai trouvé leur match en tout cas, c'était. extrêmement stéréotypé, hein. Moi, je te disais un peu en off, pour moi, la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, c'est la deuxième mi-temps qu'on a fait au Stade de France il y a 4 ans, à faire l'essuie-glace, à jouer et à ne faire que centrer. Seulement, bah, lorsqu'ils passent à 5 derrière, et puis même avec Djoumaba et Opong, en fait, à des joueurs de tête. euh, Enfin, justement, moi, j'ai trouvé ça assez, ouais, assez simple. Et surtout, Nantes n'a pas proposé autre chose. Il n'y a pas eu de frappe de loin, il n'y a pas eu de centre à ras de terre, il n'y a pas eu de combinaison sur coup de pied arrêté, il n'y a pas eu de volonté d'accélérer le jeu par moment. Non, vraiment, enfin, en face, on avait une équipe qui était en grande difficulté. Voilà, les leaders techniques sont normalement Cabella et Ablin étaient aux abonnés absents sur ce match. Donc on a su en profiter. On a su faire le dos rond, je pense, dans les moments un peu plus durs. Lorsque tu parlais du milieu de terrain, tu parlais de la rencontre dans la globalité ou surtout de la deuxième mi-temps sur l'incapacité de ressortir? Pour moi, c'est juste à l'image des derniers mois de Abdoul Samed et de Sanson. Franchement, je les trouve. Alors, Sanson, on pourra reparler de sa passe décisive, etc. Mais globalement, sur son match, on a quand même vu beaucoup plus de mauvais que de bons. Abdoul Samed, dans l'utilisation du ballon, c'est 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 cauchemardesque à voir. Hmm. Alors, c'est un très bon sapeur, mais le mec, il perd autant de balles que ce qu'il en récupère. Donc, au bout d'un moment, c'est. En fait, il te pousse à jouer dans ce registre-là. Euh, donc, euh, donc ça s'est particulièrement vu sur ce match, mais je ne serais pas étonné que sur d'autres matchs où on a ces deux mecs-là ensemble au milieu de terrain, on revoit ce genre de typologie de match et ce genre de situation. Après, concernant Nantes, effectivement, il y a un moment donné aussi, tu disais, c'était stéréotypé. Il faut savoir qu'en deuxième mi-temps, je ne sais pas si ça s'est bien vu du stade, mais ils ont décidé de densifier l'axe. Et en fait, ils ont complètement abandonné les ailes. Ils ont regroupé tout le monde dans l'axe. Et c'est vraiment le moment où ils bombardaient de centres. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est la réaction du coach, Puel, qui change un petit peu les mecs qu'il avait prévu de faire rentrer. Il avait prévu de faire rentrer Boudache, finalement, je crois que c'est Louché qui prend sa place sur le terrain, puis il densifie avec une défense à 5, avec 3 mecs dans la charnière pour avoir Dante vraiment en clé de voûte, pour solidifier tout ça. Donc ouais, j'ai apprécié ce changement tactique, surtout qu'on a vu que ça a donné de la liberté, de nouvelles libertés à nos pistons, qui ont pu totalement exploiter les espaces que ça libérait dans les couloirs. Donc masterclass tactique un coach qui s'adapte. Merde, putain, ça fait Hmm. tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça à l'OGC Nice. C'est fou à dire, hein, mais un coach adverse qui tente quelque chose pour te mettre en difficulté, tu apportes une réponse cohérente et efficace à ce qu'il fait. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on voit à l'OGC Nice? Est-ce qu'on peut prendre le temps d'apprécier ça? Il y a tellement de choses à apprécier sur ce match. On a vu des gestes individuels qui étaient, euh, qui étaient plaisants à voir. On a vu des mouvements de balle qui étaient plaisants à voir. On a vu Des beaux buts. des idées du coach qui étaient plaisants à voir. On a vu des beaux buts. On a vu un joueur qui est au labeur depuis le début de la saison, qui est récompensé. Un but qui lui tombe un peu tout cru dans la bouche. Écoute, on prend. C'est-à-dire que c'est arrivé au Toulousain. Cette fois, ça nous arrive à nous. Bah voilà, ça tombe dans les pieds de Sodiop. Il l'a mis au fond. Je suis content pour lui. Un joueur qui rechigne pas aux efforts depuis le déplacement, peut-être un des Ouais, plus mais méritants t'as un pour. mouvement derrière aussi qui. Tu vois, c'est un peu le but de Van Hout, c'est-à-dire que ça lui retombe dessus parce que bon, Louché fait la passe et on récupère un ballon haut, mais le but de Diop, c'est aussi la conséquence d'un mouvement collectif où ça te permet d'être dans la surface et d'avoir Dans cette. une zone dans le jeu. Tu te donnes la Mm. possibilité, ce que tu disais un peu, d'avoir des situations offensives et de scorer. Bon, les buteurs, forcément, on en a parlé, hein, Mohamed Alichou qui a mis un Non, mais il doublé, faut en hein. parler, faut en parler, faut en parler. Matt, 2 buts de numéro 9. J'ai adoré ces deux buts. 2 buts de numéro 9. Vous avez en tête, eh bien, sans doute cette remontée de balle de Jonathan Klaus sur le couloir droit. Cette passe eh bien, dans l'axe pour Mohamed Ali Chaud. Ce qu'on souhaiterait quand même attirer
attirer votre attention sur quand même quelque chose. C'est le mouvement d'Eli Wahi. Je crois que à la télé, ils en ont parlé. C'est pas une stat. C'est une forme de. Au basket, on pourrait dire comme un écran, finalement, hein, de manière à aspirer un peu la défense, de manière à libérer l'espace pour Mohamed Ali Chaud. Waouh! Enfin, je veux dire, c'est normal, normalement, à ce niveau-là de jeu. Mais par contre, c'est tellement intelligent à ce moment-là, parce que ça a fonctionné, ça a libéré de l'espace à chaud, et puis la finition derrière, Matt, une finition clinique d'un joueur qui est actuellement en confiance, et ça fait plaisir. Écoute, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mon Pancho. Effectivement, un appel sacrifice de toute beauté de la part de Eli Wahi. D'ailleurs, sur cette phase de jeu, je sais pas ce que tu en as pensé. Je t'avais dit que j'avais critiqué un peu la compo en la voyant. Et puis en fait, finalement, en fait, sur cette action-là, on est en 4-4 de losange. Parce que ce que nous propose Sodiop, c'est un travail de numéro 8, voilà, un peu excentré, hop, il se retourne, il met tout. On se retrouve avec deux attaquants de pointe, un 10 derrière. Tu vois ce que je veux dire? Elle est adaptable, cette compo, elle est maligne, elle est intelligente. On a des gens qui sont dans la zone dans laquelle ils doivent être sur le terrain. Puis comme par hasard, ils font les bons choix, les bons gestes. C'était magnifique à voir jouer. Et deuxièmement, tu as parlé de la réussite, du réalisme de nos joueurs. Il y aura peut-être des gens qui vont nous sortir, vous connaissez mon amour des stats, la stat des XG. C'est vrai qu'on a perdu la bataille des XG, je crois, contre Nantes. Ouais, j'ai On est à vérifié, mais 0,87 et Nantes est à. euh, j'ai sous les yeux. On est à 1,12 sur ce match et Nantes est à 1,59. voilà. Donc, en théorie, on aurait dû mettre 1,12 buts. Mais du coup, j'attirerai votre attention sur ce match-là sur une autre statistique, qui sont les XG, les post-shot XG, les XG après le tir, ceux qu'on a cadrés. Qu'est-ce qu'on a cadré? Et là, on voit que Mm. en XG cadré, donc Nantes est à 1,40. Voilà, Mm. un but et demi, et c'est réaliste, hein, c'est à peu près ce qu'ils auraient mérité de mettre, je trouve, sur ce match. Et l'OGC Nice est à 2,35, ce que je trouve également honnête et qui est parlant de à quel point nos joueurs Mais 4 tirs ont cadrés, su 4 buts hein, exploiter. Ouais, mais aussi. ils ont su exploiter les situations qui leur ont été données. C'est-à-dire que les mecs, ils ont su tirer le meilleur des situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Pas tous. J'ai en tête notamment un tir croisé exécrable. Je sais plus si c'est de Shaw ou de Wai. Ah, mais sur la droite, là, Bah, il y a eu les je vais vous deux. Il y a ressortir eu, l'affaire. enfin, c'est chaud qu'il le met. D'ailleurs, Ouais, c'est à la chaud. suite d'un travail magnifique de Klos, c'est sur cette Ouais, ouais, action-là ouais. où Shaw arrive pied droit et croise trop. Et t'as également Wai qui arrive seul sur la droite et qui se fait, enfin, en tout cas de loin, je vois qu'il se fait faucher. Ouais, Euh, ouais, celle-là. Mais non, je pensais évidemment à celle de Shaw où hmm. pareil, on revoit un appel sacrifice. Je crois que cette fois, c'est Gouveia qui vient bien fixer la défense. Une passe super inspirée de la part de Klaus. Et voilà, peut-être sur ce coup-là, on a manqué un peu de réalisme. Écoute, fallait bien faire un hommage à Kevin Carlos à un moment donné dans ce match. Donc il n'est pas rentré, le pauvre. Au Il a moins, il pas, était avec nous, mais il a pas pas avec joué, nous, il quoi. prend une balle perdue. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Beaucoup d'amour pour Carlos. Pour Kevin, il va nous en planter un d'ici la fin de la saison, j'ai aucun doute Mais là-dessus. d'ailleurs, excuse-moi, on fait un petit aparté là. T'as pensé quoi de son match? C'est difficile, je trouve, de juger de son match de jeudi soir. Carlos, écoute, dans le. En plus, je te l'ai déjà dit ce que j'ai pensé de son match. J'ai pas écouté ton vocal. Non, mais je te l'ai pas. Ouais, je sais. Écoute, dans les prises de balles, dans la zone de vérité, ça a été. On sent un joueur qui est dans le doute. Il fait pas les bons choix, il fait pas les bons gestes. Je suis pas d'accord avec ça, tu Mais. vois. Ouais, si, quand même. Non, T'as franchement, là, parlé de son t'as parlé de contrôle. la reprise Son de contrôle, volée, il fait etc. fort. Le contrôle poitrine, reprise de volée, la tête qui a arrêté miraculeusement. Pour moi, il fait les bons gestes. C'est juste qu'il a pas la Non, réussite. la tête, pour moi, il fait pas la bonne tête. Et effectivement, il y a ce Mais contrôle où il se retourne. Mais ça, c'est plus tard dans le match. J'ai envie de te dire, c'est un moment où il est rentré en rythme d'une autre manière dans ce match, oui, c'est vrai. dans un registre où il a su. En fait, il a des joueurs qui l'ont alimenté de jeux en appui. Gouveia et Louché, c'est pas les plus gros gabarits. Donc, quand ils avaient un ballon à jouer, bah, ils mettaient la déviation sur Carlos. Et ils disaient, tiens, mon gars, pour une fois, tu te retrouves pas au premier ballon à avoir trois gars sur le dos. Tu es au deuxième ballon. Faisant le mieux possible. Et il y a un grand nombre de fois où Kevin Carlos a réussi à améliorer la situation, à faire quelque chose. En fait, au basket, c'est un petit peu ce pivot qui fait les poubelles. C'est-à-dire que ouais, tu shootes,
tu rates ton tir, bah, le mec il prend le rebond et il essaye de gratter une faute, un point, quelque chose, mais il se bat, il se bagarre. C'est un gros gabarit, c'est un mec qui prend de la place, qui gêne. Bah, c'est exactement ce que nous a fait Kevin Carlos sur ce match. Il lui a manqué la réussite face à la cage, mais moi j'ai été étonné de ne pas le voir rentrer là contre Nantes. Je ne sais pas s'il avait un pépin physique ou quoi, mais j'avoue que autant j'ai apprécié l'entrée de Kyle Boudache parce que c'était son poste, c'était son registre, etc. Autant Gabin Bernardo en pointe, si ça peut être la dernière fois, moi ça m'arrange, hein. Non pas que j'ai pas aimé ce qu'il a proposé, hein, il a essayé de faire des choses, mais bon, c'est pas un cadeau pour le jeune, quoi, Bah, en fait, en termes de contexte. ouais, mais alors, contexte, oui, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, l'idée, je pense, tactique derrière, ben, je la comprends. Tout comme lorsqu'il met chaud, justement, en numéro 9 lorsqu'il fait sortir Eli Wahi. Parce que, justement, derrière, il sait qu'il va être, bon, il va avoir moins de ballons. Et puis que, bon, Wahi n'avait pas joué en milieu de semaine, mais il y avait toujours besoin, je pense, de prendre de la vitesse et avoir quelqu'un en percussion. Et lorsqu'il fait rentrer Bernardo, bon, ben, c'est pour 5 minutes, mais Bernardo, c'est pour garder les ballons, combiner, tu vois. Je pense que, bon, après peut-être que Carlos avait quelque chose aussi, hein, un petit pépin ou quoi, mais bon, je j'ai pas trouvé ça déconnant non plus, et en même temps, Bernardo, il avait envie, tu vois. Tu le fais rentrer à droite, tu Moi, le fais... j'ai pas aimé, déjà, moi j'ai pas aimé chaud en pointe. D'ailleurs, les seules actions qu'il a en deuxième mi-temps, c'est sur un côté, c'est jamais dans l'axe. Ouais. Tu vois, donc j'aurais bien aimé qu'on lui file un Carlos pour qu'il ait un coup de main, hein, tout simplement, pour lui filer un coup de main. Et après, Bernardo, bah écoute, il a fait du mieux qu'il pouvait avec ces situations. Moi, j'ai adoré son entrée, hein, Gabin Bernardo. Je demande qu'une chose, c'est qu'on le voit plus souvent, ce jeune. Ce sera lui, il fera partie du futur du club. C'est sur lui qu'on va miser dans les années qui viennent. Donc, autant qu'on le lance dans le grand bain le plus tôt possible. On, on était à la base, le premier but de Shaw, le deuxième, Matt. Gros, 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 gros travail de Morgan Sanson. Qui se démène dans une situation où il est isolé sur le couloir gauche. Il a juste un centre parfait. Et alors, je sais pas si tu l'as en tête, mais ce but, alors, me fait penser justement. Makengo avait marqué un but, euh, voilà, avec Nice, et je crois que c'était à Nantes justement. Et c'était un peu ce genre d'action, ce centre venant de la gauche. Et chaud au bon endroit, qui fait le bon geste. Je pense Lopez pas non plus irréprochable là-dessus. Du moins, bon, il est surpris, mais en tout cas, il gagne son duel. Et là aussi, un beau but. Et surtout un Sanson qui, on peut le dire, même si tu n'as pas trouvé son match exceptionnel, là, sur cette action, très belle action, très belle Écoute, passe. je suis partagé sur l'action de Sanson parce que je loue la spontanéité de Shaw sur le premier but. D'ailleurs, je crois que Shaw ne lève même pas la tête, hein. Sur le premier but, il reçoit le ballon, c'est contrôle-frappe. Là où Sanson, il y a ce moment un peu de flottement où justement il arrive à cette zone-là, à 30 mètres un peu de la cage adverse, et puis il se retourne, il va, il vient, il tourne, il sait pas ce qu'il fait. Alors je sais pas si c'est ça qui a permis à Shaw du coup de remonter sur l'action. Si c'est ça, tant mieux. Parce que j'avoue que j'ai plus tout à fait les images en tête. Mais après, bon, ouais, ça reste un joueur dont on attend ce genre de geste, donc je suis très content qu'il ait réussi ce centre. Et alors par contre, Jean-Victor Makengo, numéro 9, voilà, tu nous renvoies dans des époques Ouais, non mais cauchemardesques, hein. regardez le but, peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu cette idée, voilà, où il vient couper en fait un centre venant de la gauche, je sais plus si c'est du pied ou de la tête. Bon, bref, c'était anecdotique, mais en tout cas, ouais, on le disait, deux buts de véritable numéro 9 euh, par rapport à ça. Mon cher Matt, euh, concrètement, bon, l'OGC Nice elle gagne deux fois cette semaine. C'est quand même assez fou. Prend eh bien, un petit matelas confortable de points en vue du maintien. À quoi est-ce que tu juges finalement, on va pas dire ce retour, mais ce déclic? On va dire qu'on va parler plutôt de déclic finalement. Euh, et est-ce qu'il ne serait pas incarné finalement par Jonathan Klaus? C'est pas le seul, c'est pas le Merde. seul, mais et pourtant on l'a dézingué ici, hein. On l'a dézingué, hein. Mais son match, franchement, enfin,
Alors, Mais il s'est remis la tête à l'endroit, ouais, franchement, d'accord, mais il le dit. tu veux vraiment qu'on dise que c'est Klose qui incarne le Non, renouveau de non, mais l'équipe en là? tout cas, comme Van Houte, qui est censé être un cadre, même si ça fait peu de temps qu'il est là, il s'est remis la tête à l'endroit. Klose s'est remis la tête à l'endroit. Barr s'est remis la tête à l'endroit. Euh, Peut-être au vestiaire, Barre, enfin, ou à l'infirmerie, je sais plus, oui, mais mais en tout cas, il a fait quand même son match contre Strasbourg. C'est son meilleur match de la saison. Il l'a fait sous Puel. Sanson, moi je considère que. Je suis pas forcément d'accord avec ton analyse du milieu de terrain, déjà. d'accord. Je trouve que il y a eu une certaine maîtrise en première mi-temps. En fait, pour moi, c'est pas tant des mauvaises prestations individuelles, c'est surtout un manque de complémentarité. C'est-à-dire que en fait, le match de Samed, il a été de mieux en mieux, mais pourquoi il a été mieux? Parce que on a été pour moi dans un contexte de match où tu devais défendre et c'était la bagarre. Donc du coup, tu avais des ballons à récupérer, des interceptions à faire, et lui, de toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu une machine à laver. C'est-à-dire que il va venir, clac, paf, très simple, mais ultra utile. Vanouteux, bah, c'est un peu pareil, parce que face au jeu, c'est pas dingue non plus. Il prend encore un carton jaune. J'ai l'impression que c'est des Début de profils qui carton sont, jaune d'ailleurs. qui sont, qui sont assez similaires. Et Sanson, bah, il est censé normalement avoir un bon pied. Il a un profil un peu plus offensif, du moins dans ce qu'on lui demande. Je trouve que physiquement, il n'est pas encore au point. Mais en fait, là, je vois pas le manieur de ballon, le joueur avec une qualité technique, on va dire, supérieure, qui peut te faciliter les sorties de balles, qui peut t'apporter voilà, autre chose du milieu de terrain, au milieu de terrain. Voilà. C'est pour ça que je trouve que Everton, je comprends pourquoi il a joué contre Strasbourg. Alors, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'absents, parce que son profil, mine de rien, il est différent de ce qu'on a. Après, voilà. Mais pour moi, je j'incriminerais pas le niveau intrinsèque des joueurs, mais plutôt la complémentarité et le fait que ça fait pas forcément rêver, tu vois, cette association. Ben, moi je t'ai dit un peu les deux. Pour Sanson, c'est le niveau intrinsèque du joueur à l'instant T. Il y a encore j'ai cette action là, je crois, c'est sur un corner du coup pour nous. Où il se retrouve à faire une espèce d'intervention en hauteur. Il a deux doigts de se faire manger. Et erreur d'appréciation, c'est pas loin de nous coûter une situation dangereuse, cette histoire. Il est pas encore en rythme, le gars. Il est pas en rythme. J'espère qu'il le redeviendra. Ce sera bien. Mais pour moi, c'est lié donc à son niveau actuel. Pour Samed, c'est une machine à laver, mais qui lave sale en fait. C'est-à-dire qu'il récupère un ballon, puis il le rend à l'adversaire directement après. Donc, bah écoute, oui, forcément, tu es condamné derrière à pas pouvoir mettre le pied sur le ballon. Donc, de toute façon, on sait très bien qu'on fait avec ce qu'on a actuellement au milieu de terrain, mais si on avait un joueur un peu plus compétent à la passe, capable de. On l'a, hein. C'est bête, hein. On l'a, mais c'est Comment? juste que je pense qu'il va nous faire Bah, je une. sais pas, attends, il revient de vacances, il a fait Bah, une escale je à. sais pas. Je pense qu'il y a une sorte de d'opacité sur la situation de Hicham Boudaoui. Bah, il est en escale à Béchar, à mon avis, hein, Pronostic, c'est tout. pronostic en tout cas, je m'engage. Départ forcé d'ici la fin du mercato. Donc pour toi, on revoit pas Pour Hicham moi, Boudaoui enfin, le titulaire? alors, je dis ça, j'ai zéro info et c'est juste un ressenti. Je me dis, mais attends, le mec, il a été éliminé le 10 janvier. Le 10 janvier. C'est 2 semaines. Ça fait 15 jours. Ça fait deux. Ouais, D'accord. Mendy aurait pu fous de la rentrer. gueule du monde. Mendy aurait pu rentrer. Diouf aurait pu jouer. Où est le problème? On lui a donné une semaine. D'accord. Hakimi est revenu mercredi là, au PSG. Et ensuite, il est malade. Alors qu'il est annoncé lors de la conférence de presse d'après-match de Toulouse, il est annoncé partant, enfin je sais plus, sur une conférence de presse. Il est annoncé justement disponible. Et là, il est malade. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il est malade, il chope quelque chose et il est suffisamment malade pour ne pas assister à ces matchs-là. Non, ça pue. Écoute, Pour moi, ça pue. c'est du classique Hicham Boudaoui. J'ai l'impression que ça fait 7 ans qu'il est au club, 7 ans que c'est comme ça. Donc écoute. Bah là, honnêtement, pour moi, on n'a jamais atteint cette situation où on se dit vraiment à une semaine, bah il n'est pas de retour, quoi. Il n'a pas été de retour à l'entraînement.
Je sais pas, Voilà. j'ai pas vu les infos. Je pense pas qu'il soit revenu à l'entraînement. Je Mais pense bon. pas non plus. Après, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, je trouve cette situation étonnante. Pas mécontent de voir que l'équipe enfin, tourne quand même un peu sans lui, mais force est de constater que qu'on apprécie ou pas le joueur, le profil dans ce milieu de terrain là, mais c'est un peu le profil qui nous manque, quoi, finalement, Matt. Bah écoute, ça fera des minutes pour Everton, ça fera des minutes pour Gabin Bernardo, ça fera des minutes pour tout le monde, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il y a un pigeon, enfin un club qui veut de Boudaoui cet hiver, les gars, moi je suis on the road là, je suis sur la route tout le mois de février, je vous l'amène hein, le mec, il n'y a pas de souci. J'ai j'ai la place dans le coffre, Non, mais tu je peux vous pas. déménage en entier. Non, mais ok, d'accord, mais on peut pas non plus sous-évaluer l'importance sportive que peut avoir un Hichem Boudaoui. Surtout dans ton milieu de terrain qui a du mal à se stabiliser, je trouve, où il y a eu pas mal de rotations, où en fait, aujourd'hui, tu sais pas exactement qui sont tes joueurs indispensables, enfin, du moins indiscutables. Tu vois ce que je veux te Ah, dire? oui, C'est-à-dire qu'en fait, Boudaoui, sans jouer, il n'y a pas d'inquiétude sur, pour moi, hein, en termes de performance pure. ah mais c'est sûr, mais alors lui, si, mais on attend que ça, mais je veux dire, le potentiel n'a jamais été le problème d'Hicham Boudaoui. Ça n'a jamais été un problème avec ce joueur. Le problème, ça a toujours été son état de forme du moment, son état de forme physique, son état de forme mentale. Ça fait depuis 7 ans qu'il est au club que c'est comme ça. C'est un joueur qui est en dents de scie, qui, je sais pas, je pense que l'environnement au GC Nice ne lui convient pas. On n'est pas capable de gérer ce genre de mec. Et moi, j'ai perdu patience. Ça fait 2, 3 saisons que j'ai perdu patience avec Hicham Boudaoui. Mais écoute, peut-être que là, il revient pour le match contre Brest, qu'il enchaîne 3 performances XXL, que tout le monde va se séguer un coup sur lui une fois de plus, et il va nous refaire le coup, puis après, il va se faire un quadriceps ou un psoas ou je sais pas quoi, puis on Et va le voir normalement, jusqu'au mercato. l'effet de nouvel entraîneur, il y a un effet positif. Tu vois, dans Ouais, son ouais. histoire, Urcea, Digard, Ah bah Galtier. t'inquiète, hein. On la connaît. Boudaoui en sentinelle, et en fait, c'est ça son vrai poste. J'en peux plus. Je suis Foutez-moi la sûr, paix, je dis plus en l'air, hein. je suis sûr que s'il rejoue, on va avoir ce nouveau débat alors que ça fait 5 ans quoi. Enfin, puisqu'on parle un peu de Boudaoui et que bon, bah, en sous-entendant un peu cette période de mercato, passe décisive, il y a une rumeur, Ricardo Rodriguez, défenseur latéral gauche suisse de 33 ans, passé notamment par eh bien, le Torino, l'AC Milan, Wolfsburg, qui joue actuellement au Betis Séville. Fin de contrat dans 6 mois. Bon, voilà, le Betis souhaiterait s'en séparer, apparemment. Entre 1 à 2 millions d'euros. Le joueur aurait été proposé à plusieurs clubs français. Il peut jouer dans l'axe. C'est un joueur voilà, qui a une grosse expérience, plus de 120 sélections en équipe nationale, avec eh bien, la Coupe du Monde, je pense, en ligne de mire. La Suisse s'est qualifiée, Matt. Ouais, ouais, On va ouais. dire oui, on va dire oui. Euh, mais au-delà du joueur, moi j'aimerais quand même qu'on discute rapidement avant de clôturer de ce besoin, parce que au regard des performances d'Ali Abdi, que je trouve eh bien, totalement à l'envers, pour rester correct, possiblement que, enfin après tu me diras que même piston gauche, il a été en difficulté. Là, en défense à 4, il était limite cet après-midi, hein. Limite de prendre rouge. Et je trouve qu'il n'arrive pas du tout à. En fait, ça va être dur ce que je vais dire, mais je le trouve pas intelligent. Tu sais, genre, normalement, il doit faire preuve de calme aussi dans les situations où il sait qu'il est sur la sellette, il sait qu'il vient de prendre jaune, il sait que les gens, enfin les joueurs en face savent qu'il peut disjoncter, tu vois. Toute la deuxième mi-temps, c'était de son côté. Toute la deuxième mi-temps, c'était de son côté. Est-ce que tu me trouves dur? Comment t'as trouvé ces matchs? Je le trouve moi toujours un peu flippant défensivement.
j'ai du mal à le en fait, on sait très bien pourquoi on l'a recruté ce mec. On l'a recruté pour Et être ouais, le super sub à gauche. Donc moi, ça m'emmerde de le juger sur des matchs qu'il joue titulaire, t'as les stats. même si, je passe 90 minutes exécrables à chaque fois, hein. Mais, en fait, il y a un paradoxe avec ce joueur, c'est que je pense qu'en super sub, c'est du sur mesure. C'est-à-dire que le mec, tu fais souffler un peu Barre là, 20 minutes à la fin du match, 15 minutes, tu besoin de revenir au score ou d'enfoncer le clou. Tu mets du Abdi, le mec, il peut te donner 15-20 minutes de qualité, il va courir dans tous les sens, mettre le feu sur son côté, c'est très bien. Hem Et d'un autre côté, titulaire, en fait, on a que l'ombre du Abdi de la sélection. En fait, tous les Tunisiens, à chaque fois, le mec revient de sélection, ils te disent: «Ouais, ça y est, il va être titulaire et tout machin». Je ne vois pas le Abdi de la sélection, le mec indiscutable, qui domine son sujet, qui tient son couloir. Mais comme je te dis, j'ai du mal à le juger sur ça parce qu'on sait qu'il est là pour faire super sub. Donc maintenant, si on a un client pour le recruter, mettre le prix et qu'on dit que voilà, le profil d'Abdi, c'est pas ce qu'il nous faut, en doublure, on veut un mec plus sécurisant et que donc on va chercher Rodriguez, beh, pourquoi pas? Maintenant, c'est tout dépend de ce que tu attends de ton sub. Moi, ce que j'attends particulièrement côté gauche, ça va être le retour du titulaire au poste, le retour de Melvin Barr, sachant que je suis très lucide sur le fait qu'on est probablement en train de vivre la dernière saison de Melvin Barr à l'OGC Nice. Sa valeur marchande, elle a peut-être certainement baissé, mais si on refait une deuxième partie de saison convenable, il va être temps d'ouvrir la porte à un départ de Melvin Barr. Ça fait un moment qu'il est au club. Il a fait son Je pense qu'il a fait son taf. Il a le droit de prétendre à autre chose. Ce serait je pense dans la suite logique des choses qu'il s'attaque à un nouveau chapitre. Donc la réflexion, je la trouve un peu plus large que juste Ali Abdi sur le côté gauche. Donc ouais, là, sur un mercato hivernal, faire un espèce de Hmm. préajustement avant de rebâtir complètement le poste, je suis pas convaincu. Et puis surtout, je connais pas assez Ricardo Rodriguez Oui, pour me prononcer sur après, le là, sujet. là, je te demandais pas forcément, on va dire, une expertise sur le joueur, mais c'est plutôt finalement sur la situation d'Ali Abdi. Voilà, on l'a dit, hein, c'est un Parce joueur qui a été qu'on recruté pour être piston gauche. Là, il se retrouve par les circonstances qu'on connaît avec le changement d'entraîneur jouant un poste qui est peut-être un peu moins naturel par rapport à ses qualités, et parce que je trouve que depuis le début de saison, il est à l'envers. Moi, je trouve totalement à l'envers depuis le début de saison. Il y a peut-être un peu de mieux, on va dire, collectivement, puisque il s'est mis, on va dire, un peu plus au diapason, mais il y a quand même des carences qui, alors, vont-elles peut-être être traitées dès maintenant avec ce mercato? Sûrement pas. Je pense pas que ce soit un peu dans les habitudes de Puel que de désosser, on va dire, un- quand même un joueur important dans la rotation. Mais bon, quand même intéressant. Alors, par contre, je suis désolé, ça m'a piqué les yeux, hein. Je vais vous donner quand même les stats d'Ali Abdi sur le match de cet après-midi. Alors, déjà, 55% de passes réussies, 22 sur 40. Ok. Il est à 2 sur 7 en dribble réussi. Passe longue précise, 2 sur 10. Centre réussi, 0 sur 1. Mais alors, attention, les duels. Duel sur le terrain, 5 sur 13. Duel aérien, 2 sur 6. Moi, je trouve que c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que offensivement, dribble réussi, je l'ai dit, 2 sur 7. Mais même voilà, défensivement, il y est pas, quoi. Il y est pas. Derrière, on a un Opong qui fait 4 sur 5 en duel aérien, 3 sur 3 sur le terrain, qui fait 18 dégagements, et qui, je pense, comble un peu plus les lacunes d'Abdi, hein. Mais bon, en tout cas, encore une fois, du terrain, je pense qu'on n'a pas la même impression visuelle de la télé. J'ai trouvé vraiment Abdi un cran en dessous de l'équipe même. Vraiment, globalement, euh, je l'ai pas trouvé sûr, je l'ai pas trouvé vraiment confiant. Voilà. Voilà, Écoute, on va attendre le c'est. retour de Barre avec impatience, hein. Oui, c'est clair, je pense que vraiment Barre, il est tranquille. Mon cher Matt, rien à rajouter sur ce numéro. Je pense qu'on a fait le tour.
Bon, le but de Tom Louchet, frappe contrée, je pense que ça vient aussi peut-être confirmer et récompenser un joueur qui s'est remis la tête à l'endroit aussi sur les dernières semaines. Euh, Rien de plus. Moi, je voulais te lancer sur deux trucs en rapide, hein, vraiment, Vraiment, vraiment c'est pas rapide. des gros sujets. Cette modalité là de faire rentrer un peu Dante en cours de jeu, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que tu l'as dit, il y a de l'adaptabilité tactique derrière. Et par rapport à la physionomie du match, ça se comprend parce ils nous ont canardé de centre. Et quand on sait que voilà, on va dire, le jeu aérien de Dante est une de ses forces, le faire rentrer au cœur de cette charnière à 3, ça me semble cohérent. Et je pense que ça va être la formule jusqu'à la fin de saison. Voilà. Et moi, Que- ça me va parce que je suis pas sûr que physiquement il soit en capacité de faire plus. Je suis pas sûr qu'il soit en capacité de jouer à 2. Voilà. Bah, c'est ça mon sujet, ouais, ok. Ouais. Donc en fait, et puis ça peut se comprendre l'adaptabilité, ne serait-ce que par rapport à la physionomie d'un match ou tout simplement pour combler, on va dire, le fait d'avoir un profil comme Dante qui a des qualités bien sûr, mais a certaines carences, notamment de vitesse, qu'il faut combler. Voilà ma réponse, Matt. Je sais pas si elle te convient. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On verra quand Barr sera de retour et si on peut bricoler quelque chose pour le couvrir dans une défense à 4. Mais pareil, pour moi, ça va être condamné un peu à sortir du banc et à remanier un peu l'équipe. Du fait qu'on soit dépouillé devant et au milieu de terrain, ça fait sens de blinder à 5 en cours de match. Et puis, tu as des latéraux qui peuvent et qui arrivent facilement à se modeler en piston. Donc, tu es gagnant aussi là-dedans. C'est-à-dire que tes ailes sont beaucoup plus animées parce que tu as des joueurs qui sont plus hauts. Donc, ça te décharge aussi voilà, du fait de retirer un joueur offensif. Enfin, moi, je trouve que pour le coup, on l'a vu 2 ou 3 fois. Enfin, 2 fois, je crois seulement. Voilà, c'est intéressant, ça fonctionne. Il y a cette volonté vraiment affirmée voilà, de maintenir un résultat, mais également de pouvoir faire gicler ces pistons pour nous rappeler les bons souvenirs de ce schéma tactique-là. Donc bon, mais j'ai quand même l'impression qu'on se dirige tout doucement en fait vers la fin du mercato. Alors on parlait du cas Boudaoui, peut-être il sera réglé, mais que en fait, parti comme c'est parti, Matt, est-ce que tu vois d'autres arrivées? Non, pour moi, ouais, c'est terminé avec l'arrivée de Wai. On l'a un peu compris dans le discours du coach. Il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Si on peut dégraisser, on dégraisse. Et d'ailleurs, pour moi, on ne verra pas de mouvement de Boga et de Mofi. J'ai l'impression que ça va s'enliser cette situation et ça m'emmerde un petit peu. Mais écoute, en tout cas, je me satisfais du fait que ceux qui jouent se mettent en valeur et montrent que c'est ça la voie sûre. C'est pas celle de partir au clash avec le club. Parce que même voilà, des mecs comme Tom Louchet, ou bon, de ce que j'ai compris, il voulait se barrer. Bah écoute, même lui il fait un retour en grâce sur le terrain, donc tant mieux pour nous. Eh bien, nous, on se retrouvera la semaine prochaine. 2 matchs prévus. Dernier déplacement européen du côté de Ludo Ludogorets Goretz. en Bulgarie. Oui, en Bulgarie. Et la réception du stade brestois pour prendre notre revanche du 4-1 subi en début de saison. Oui, c'était 4-1. Aucun souvenir. Qui c'est qui avait marqué Mémoire pour nous? sélective non plus. Qui c'est qui avait marqué pour nous? Peut-être un Brestois, hein, écoute, à tout moment. Ouais. Job, vu le monde de la saison. Au pif, peut-être. Ah, au pif. Non, mais Matt? surtout, on va recevoir 3 fois de suite. Donc écoute, ben, retour avec nos supporters. Ça Ouais. va être peut-être le moment d'initier une dynamique positive, en tout cas. On l'espère. Ouais, et écoutez, nous on se retrouve rapidement dès la semaine prochaine, soit pour un numéro groupé, alors là c'est voilà, c'est 1h18, c'est-à-dire que vraiment il y a des choses à dire, forcément puisqu'il y a eu 2 matchs, soit sur 2 numéros un peu plus courts, suivant l'organisation définie. Merci Matt, passez à toutes et tous une bonne soirée si vous écoutez ça tout de suite maintenant, ou bien un bon début de semaine. Voilà, la bayetta et Sanissa. Ciao, ciao.